Je m'appelle Claire, je vais vous parler de mon expérience sur tout ce qui est innovation et design produit, notamment ce que je fais actuellement avec Noda. Et si vous voulez bien, avant, je vais revenir un petit peu en arrière, il y a quelques années, sur notamment ce que j'ai fait avec la vie. J'ai un double profil, il y a maintenant pas mal de personnes qui ont un peu ce genre de profil. J'ai fait une école de commerce que j'ai complétée par Strat Collège Designer, pour ceux qui me connaissent. Voilà, j'ai donc commencé vraiment, on va dire, professionnellement chez l'ASCII, où j'ai fait 4 ans de développement de produits. Le classique, voilà, vous connaissez certainement les disques durs externes, les clés USB, les accessoires. C'est assez connu pour le design au sens, on va dire, traditionnel du terme, c'est-à-dire le design esthétique, le design d'usage. Je travaille avec des grands noms, Sartre, Raito, les function designers, voilà, c'est dans cet univers que j'ai démarré. Et voilà, j'ai appris, j'ai fait 2 grands constats que je voulais partager avec vous ce soir. Le premier, j'ai constaté une certaine complexité à intégrer le design à tout l'ensemble du développement de produits. Comment ça se passait concrètement chez l'ASCII, comme dans toute entreprise, on fait un brief de design, alors en l'occurrence c'était souvent externe chez l'ASCII, mais ça peut être la même chose en interne. On fait un brief de design, ça vient avec des dessins, on en a fait des modifs, ça repart, ça revient. En général, on fait un cahier des charges à l'usine, aux fabricants, qui nous aident souvent sur des parties assez techniques. Et puis, comme l'ASCII était assez exigeant et audacieux sur les designs, ça faisait beaucoup d'allers-retours. Et puis après, derrière, pour les ingénieurs méca, les ingénieurs électroniques et compagnie, c'était un sacré challenge de réussir à faire que tout rentre dans ce qui avait été imaginé. Donc voilà, beaucoup d'allers-retours entre le marketing, l'ingénierie, les fabricants, l'usine, le design, la direction. Donc ça, pour moi, ça a été voilà, quelque chose de enrichissant, mais ça s'est fait un peu dans la douleur, on va dire, ce constat d'un développement qui se faisait vraiment par étapes et de manière assez linéaire. La deuxième chose importante que j'avais remarqué à l'époque, et qui cette fois-ci, on va dire, plus positive, j'ai gagné 5 minutes, je crois. Non, en fait, non. C'est l'importance du prototype dans le design produit. J'ai intégré tout précisément le département qui faisait les petits accessoires, les clés USB, des sacoches, c'est un peu la cour de récré du PDG du SPO. On a expérimenté plein de choses. Je me suis vite rendu compte qu'entre le dessin d'une sacoche et le produit, il y avait tout un monde. Il y avait encore tout à faire. Et c'est par le prototype qu'on arrivait vraiment à avancer et à concevoir ce produit. La deuxième chose, c'est qu'on était très peu nombreux à travailler sur cette petite entité d'accessoires et pour autant on sortait des dizaines de produits par an, malgré la complexité que j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, pourquoi on sortait beaucoup de produits? Parce que dans cette petite entité, on était vraiment poussé à faire, c'est-à-dire que les gens du marketing qui dessinaient, même s'ils ne savaient pas dessiner pour parler avec les designers, on allait voir nos fournisseurs, on demandait toujours un petit proto, quelque chose, même si le projet n'était pas vraiment lancé en interne, on veut dire on poussait les portes pour être sûr d'avoir un objet, quelque chose à montrer et qu'on se mette tous d'accord et que le PDG dise ok, c'est bon, on y va. Donc voilà, la deuxième chose que j'ai appris, c'est que le prototype était vraiment central dans la conception et l'image de produit. À un tel point, c'était tellement central et devenu important dans mon métier qu'un jour, ma direction m'a dit après ça marche pas, ça va être voilà. C'est tellement central qu'un jour ma direction m'a dit Claire, elle a un peu galéré avec les prototypes. On a des usines en France, on fait beaucoup de choses aussi, quand on fait entreprise à l'étranger en Asie. Est-ce que tu ne voudrais pas aller te rapprocher d'eux et travailler finalement sur les prototypes sur place? En effet, à l'époque, je ne trouvais pas d'endroit, de façon de faire en France quand on travaille avec des usines à l'étranger, de faire du prototypage rapide, de faire de la toute série, c'était assez difficile. Alors aujourd'hui, il y a des usines qui a ouvert il y a pas longtemps, donc peut-être qu'à l'époque, je serais venue à l'usine avec les machines à coudre et les fréseaux et compagnie faire des choses. À l'époque, il n'y avait pas, donc je suis partie un peu plus loin. Voilà, et en effet, là-bas, d'un coup, être proche de ces protos et travailler vraiment dessus, ça tout de suite, malgré les différences culturelles, malgré des avis, des intérêts divergents, tout de suite, tout est devenu vraiment beaucoup plus fluide. À mon tour en France, j'ai cherché à rencontrer des personnes, à l'époque je ne savais pas trop, des grands groupes, une agence, qui aussi s'intéressaient au fait de pousser des nouvelles idées dans les entreprises. C'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Noémie Pilier, qui est cofondatrice de Noda. Je l'ai rencontrée il y a 3 ans. Noda, c'est une agence, vous connaissez peut-être, qui voulait proposer aux grands groupes de travailler autrement
Je vais faire des points avec Alcatel, on a un super exemple de ce qui se fait chez Alcatel-Lucent, mais souvent aujourd'hui dans les entreprises, le faire est complètement décorrélé, c'est-à-dire vraiment le prototypage est complètement décorrélé du marketing, d'un temps de décision, des réunions, des temps de discussion, on va prendre des décisions ensemble. Et puis il y a souvent une relation de département qui est un peu leader, c'est-à-dire chez la FIS, c'est le design qui était leader parce que c'est la culture qui était comme ça, mais dans beaucoup d'entreprises classiques françaises ou avec une forte culture de l'ingénierie, c'est le département ingénieur qui lead et ensuite les autres départements suivent. Dans la grande conso, ça va être le marketing. Enfin voilà, d'un côté, on a les entreprises prototypées et séparées de la conception et avec quelque chose malgré une organisation en projet qui est quand même pas dans toutes les entreprises qui est assez linéaire. Et puis d'un autre, la plupart d'entre vous ont suivi tout ça, on a eu le FER qui a repris ses lettres de noblesse avec tous les mouvements des makers, les hackathons, les Fab Labs, un lieu qui ouvre comme usine. Ou à l'inverse, tout le monde se réunissait autour d'objets, voilà, qui devenaient très fédérateurs. Alors du coup, vu de loin, tous ces mouvements un peu makers, ces Fab Labs, etc., ça peut paraître un peu dérisoire ou artisanal par rapport à des vrais process d'entreprise qui vont eux avoir des produits industrialisés, une voiture à concevoir ou un viaduc. Et ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est voilà, depuis 3 ans, on essaie concrètement la réintroduction de cet esprit du faire au sein des entreprises très classiques. Et voilà, on peut prouver que les méthodes start-up, en effet, et makers peuvent s'appliquer aux grands groupes. Et en plus, ils en sont clients et ils en redemandent pas mal. Donc la réponse, pour faire le travail autrement, chez nous, on a appelé ça brainstorming. C'est cette approche qui veut plus collaborative, plus agile, plus rapide. L'idée, c'est vraiment d'aller hacker les modes de, je reprends les termes tout à l'heure, d'hacker les modes de fonctionnement, d'hacker les modes de conception de ces entreprises. Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le brainstorming. Il y a un bouquin qui est en cours d'écriture, je vais voir ça fin de l'année prochaine, fin de cette année. Et en tout cas, à force de tester un peu sur nos clients cobayes, on a dégagé 5 limites de ce qui pour nous est important dans ce qu'on appelle le brainstorming. Le premier, c'est d'organiser des sprints. Alors, des sprints, c'est des espaces-temps, une sorte de bulle de travail. Alors, on parlait de ça tout à l'heure, dans lequel, en effet, déjà, on a plaisir à être présent, mais aussi dans lequel d'autres façons de travailler sont favorisées, autorisées et favorisées. Donc là, ce que vous voyez là, c'est chez Airworks. Alors, Airworks, vous connaissez peut-être, c'est ceux qui fabriquent les meubles qui on trouve dans les entreprises, en fait, les bureaux. C'est le grand concurrent de Steamcake. Alors, le but, c'était de travailler sur les bureaux de demain, les bureaux connectés. Alors, on aurait pu travailler avec le bureau d'études, le centre du marketing, etc. Et en fait, avec Airworks, on s'est dit, bah non, ce sprint, cette bulle, avec tous ces départements, on va les faire dans l'usine. Donc là, la photo que vous voyez, c'est vraiment dans l'usine, et vous avez des clients qui sont présents, l'ingénierie, la prod, etc. Donc, si on se pose des questions, bien sûr, on interroge le client qui est là. Si on a besoin d'aller prendre un meuble, on va le chercher. Si on a besoin de prendre des matériaux, on le fait. On a même été chercher des gens de la ligne de production. On n'avait pas anticipé certains besoins prototypales qui sont venus nous dépanner. Donc, voilà, en effet, c'est un espace voilà, où on a plaisir à travailler, mais surtout, on nous donne les moyens pour l'ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir avancer dans cet espace-temps. Dans ces sprints, qui peuvent durer presque 2 jours à voir, donc ça peut être 2, 3, 4, 5 jours, on peut y réunir 10 ou une cinquantaine de personnes. L'important, c'est de convoquer l'ensemble de la chaîne du projet. Donc là, cette photo que vous voyez, c'est L'Oréal. Donc chez L'Oréal, dans une seule pièce, on a mis tout le monde pendant une semaine, on s'est gardé bien confiné. On avait le marketing, bien sûr, qui venait avec tous ses inputs. Sur les clients, on avait des testeurs clients qui venaient dans la salle et qui retournaient voir les clients, qui n'arrivaient pas sur les allers-retours entre les clients et qui utilisaient dans la salle. On avait les packaging qui étaient là aussi pour pouvoir faire leur 3D, les dernières packaging en live pendant cette semaine. Et puis on avait même des chimistes qui étaient venus avec une partie de ce qu'ils pouvaient déplacer parce qu'une partie est déplaçable à l'époque. Donc on retrouve un peu cette notion d'unité de lieu. Alors c'est pas sans quelques difficultés. Dans le cas précis de L'Oréal, on a eu des gros soucis avec les syndicats par exemple. Je le dis parce que c'est assez emblématique. Le changement voilà, fait peur et cette horizontalité et mettre des métiers très différents dans une même salle, ça a surpris. L'erreur, je pense, c'est de ne pas les inclure. Il y a certaines entreprises où il vaut mieux inclure par exemple les syndicats.
Voilà, donc par exemple, il y a une partie de la chimie qui a demandé à être remontée, alors que d'un point de vue sécurité, il y avait tous les OK, il n'y avait pas de problème, mais c'était plutôt d'un point de vue politique parce que ça avait dérangé en fait. Le projet s'est quand même bien passé et ce sera, je pense, réglé pour les prochaines fois, mais voilà, c'est assez surprenant, comme quoi le changement des fois peut, voilà, peut être un peu difficile. Le troisième pilier, c'est travailler avec votre écosystème. On travaille très souvent avec Sistra. Sistra, c'est le leader de tout ce qui est ingénierie d'infrastructure ferroviaire. Je crois que vous les connaissez, j'ai vu que c'était dans votre club. Sistra, ils reçoivent des viaducs, des gares, comme les gares de Futur dans Paris, etc. On travaille très régulièrement avec eux, notamment sur une notion de viaduc, par différents sprints, comme ça, différents tours d'atelier. Et alors, là où ils sont assez bons, c'est qu'ils ont inclus notamment leur fournisseur, type Lafarge, dans ces temps, avec un contrat de co-conception, mais dans l'idée de, voilà, on va prendre le meilleur, vous avez des besoins hyper spécifiques, nous on a des problématiques très spécifiques également, on va plutôt travailler ensemble pour concevoir dans ces temps-là. Donc d'où l'importance d'intégrer l'ensemble de son écosystème. Le dernier, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc le prototypage. Pour concrétiser, alors là, on s'y connaît parce qu'il était présent. C'était donc le sujet, c'était pour la Terre, du groupe Saint-Gobain, le travail sur la maison de demain. Voilà, donc ce qui est important dans peu importe le sujet, en effet, c'est de rassembler autour d'un même collectif. Donc là, en l'occurrence, on était sur un collectif grandeur nature. Il y avait le marketing, l'ingénierie, l'usine, pareil, qui était présent. Les externes d'interview d'objets, en l'occurrence. Et puis, puisque je parle d'interview d'objets, ça permet aussi là, avec de l'Arduino, d'aller faire voilà, un petit test, c'est électronique facile, hein, d'aller faire rapidement un petit test, et puis de confirmer un usage, de démontrer, de prouver aux autres, de discuter entre nous, être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Un autre exemple de prototype, vous en avez plusieurs. Alors ici, il y a forcément beaucoup de designers, donc vous connaissez tous ces outils qui sont le scénario d'usage, etc. Là, c'est pour Sephora. C'est ce qui est important, c'est que le scénario d'usage, on l'a construit, mais avec tous les acteurs de Sephora. Pareil, avec tous les métiers. C'est pas une seule personne ou un seul département qui est dessus. Et bien sûr, après, on peut aller plus loin, incarner en impression 3D ou autre, qui aurait été imaginé pour le magasin ou pour le merchandising de Sephora. Un autre exemple que je voulais vous montrer, alors on n'est pas dans le pur produit, mais maintenant avec les objets connectés, voilà, la barrière entre l'objet chimique et le numérique est très faible, donc je me permets de le montrer. Et puis ce que je voulais vous montrer là, en fait, c'est une sorte d'application pour BNP. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est le côté un peu, on va dire, quick and dirty. C'est-à-dire, le prototype, il n'est pas que pour être beau à la fin et démontrer et prouver, et avoir un beau, il est aussi pour surtout se mettre tous ensemble autour d'une table et se comprendre. C'est-à-dire que même si derrière un UX designer va bien sûr retravailler l'usage, la bonne application qui va bien, etc., c'est important qu'ensemble, à plusieurs, différents métiers, on se mette quand même d'accord avec ce scénario et que ces différentes fonctions, on en débatte. Et le fait de faire ensemble un prototype, même moche, voilà, ça aide à construire une vision commune. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse, parce que l'exemple de l'appli, mais peu importe quel prototype, c'est d'avoir un objet commun. Quitte à ce que le lendemain, on espère, il y a un designer et voilà, passer cette appli qu'on fait régulièrement après en mode cliquable et présentable pour le tester auprès de l'utilisateur, pour le montrer à sa hiérarchie, pour vérifier avec l'ensemble de l'équipe qu'on est tous d'accord, etc. Et enfin, le dernier pilier, qui est jouer le collectif. Donc l'idée, c'est d'embarquer un maximum de monde. Par exemple, je parlais tout à l'heure de L'Oréal. Quand on a démarré avec L'Oréal, l'idée, c'est jamais évidemment, de partir à zéro, entre zéro, les questions de créativité et compagnie, on a déjà fait 1 milliard. Donc on peut les reprendre. On va plus repartir de là. On fait déjà plein de travail. Donc concrètement, dans la salle L'Oréal, on a appris les 100 packaging qui avaient été déjà imaginés, les fonctionnaires. On a pris les 30 dernières formules chimiques, donc les produits avec la spécificité, pour les partager avec l'ensemble de l'équipe. L'ensemble des équipes des clients. Donc voilà, bien sûr, il y a d'abord un travail pour rassembler tous les existants. Et puis quand on a produit quelque chose à la fin d'un sprint, c'est important que aussi le partager. Ça peut être parce qu'on va faire une restitution très ouverte, mais en tout cas, c'est de diffuser ce qu'on fait et surtout pas de le garder cantonné aux personnes qui l'ont développé. Voilà à peu près. Alors, là, je vais surtout parler de produits. Après, on l'applique à plein d'autres choses. On l'applique à de la conception d'espace, de services, de dispositifs, beaucoup aussi sur des process de management.
des process métiers, notamment avec le DF, Voilà, pour finir, je vais être un peu en avance. Je voulais vous donner un peu de soi en dehors de Moda, parce que voilà, le storming, on n'a pas compris de se cantonner qu'au sprint organisé par Moda. On a envie un peu de diffuser cette idée et cette pratique en général au quotidien. Alors si vous aussi vous voulez un peu, on va dire, hacker les entreprises, que vous soyez en tant qu'employé ou peut-être en les accompagnant ou dans votre propre entreprise, la première chose en effet à retenir, c'est vraiment de rassembler la joie collective, donc make things notoire. Donc rassemblez-vous, le principal conseil qu'on donne aujourd'hui aux startups, c'est vraiment de parler au maximum de leurs idées, et surtout pas de les garder pour soi. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se faire challenger, la faire grandir, prendre des retours. Donc voilà, même dans une grande entreprise, c'est ce qu'il faut faire. On n'est pas en compétition, il vaut mieux en partager au maximum. Et des fois, il y a des départements qu'on ne peut pas les nommer, la qualité, le SI, le juridique. Il y a toujours des départements comme ça qui font un peu peur dans les grandes entreprises parce qu'on dit, voilà, eux, ils vont mettre des bâtons dans les roues. Ben, ceux-là, en fait, c'est ceux-là qu'il faut embarquer le plus tôt, parce que c'est eux qui sont comme ça porteurs du projet. Le deuxième conseil, prenez place, avec Hack a Dream, hacker l'entreprise. Donc hacker l'entreprise, ça peut être dans l'espace. Vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir par exemple un lieu comme chez Hackers, mais en tout cas afficher par exemple dans son espace ce sur quoi on travaille, se créer ses propres process et démontrer que ça fonctionne, voilà, en contournant un peu ce qui se fait d'habitude. C'est ça pour nous ce qu'on appelle hacker une entreprise. Et enfin, vous l'aurez compris, le dernier conseil, c'est prototyper. Alors, on a entendu ça en make fast, make early, make often. Que vous ayez des compétences, on va dire, de designer ou non, un proto, ça vous aidera toujours à avancer ou à vendre un projet. Aujourd'hui, si on parle d'application, il y a des petites applis comme ça, vous pouvez faire simple, avec un crayon, un papier, tout le monde peut montrer son idée d'application. Il y a des Fab Labs qui sont ouverts, il y a LinkedIn, il y a plein de freelance. Petite publicité, il y a le petit Fab Lab de Paris aussi dans nos locaux, c'est une association qui squatte nos machines et nos locaux logiciels quand on n'est pas là. Voilà, c'est un autre petit Fab Lab de Paris. Ou l'usine. Voilà. Profitez de toute maintenant cette disponibilité pour, voilà, pour vous-même essayer de prototyper si vous pouvez. Ce qui est important, c'est voilà, de mettre au centre d'une réunion un objet, un test, une vidéo, n'importe quoi, avec quelque chose de concret qui aidera tout le monde à avancer. Voilà à peu près ce que j'avais à vous raconter sur Next.